Alors, moi, l'articulation de cours, de la conférence, de l'atelier, pardon, j'ai mes réflexes d'enseignante. On va d'abord partir des choses très simples mais importantes à avoir à l'esprit, c'est la place du jeu et du jeu vidéo aujourd'hui dans la société. Parce qu'on va voir qu'il va falloir partir de ça pour voir si c'est intéressant de l'utiliser dans des contextes professionnels. Après, donc les process de gamification, serious game, advert games, et puis une petite tendance de fin. Comme j'ai 1 heure, j'ai à la fois, voilà, moi je replace toujours les choses dans un contexte plus général pour que vous compreniez après, parce qu'aujourd'hui c'est un monde extrêmement riche. Enfin, voilà, il y a des serious games qui se créent tous les jours. C'est vraiment comprendre comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices pour les entreprises. Sur quel domaine ils sont appliqués, voilà. Et ensuite, bien évidemment, il y aura un petit moment de questions, j'imagine, pour échanger. Donc, la première chose qui est importante, et je mets cette phrase-là parce qu'on est quand même en France, dans un pays où on est plutôt sérieux, et on va se rendre compte qu'avec l'essor de l'utilisation du jeu pour des contextes professionnels, on va pouvoir mixer la deux notions de jeu et de devenir sérieux. Donc j'aime bien cette phrase d'Aristote où en fait, il faut jouer pour devenir sérieux. Donc ça, c'est déjà un argumentaire préalable, et pour toutes ceux et toutes celles qui auront à vendre une démarche de gamification dans votre entreprise, je vais aussi vous donner des biscuits pour le faire. Parce que je connais un petit peu le monde voilà, des entreprises, des DIRCOM, etc., qui ne sont pas forcément tous up-to-date à l'utilisation de ces notions. Donc il faut aussi casser on va dire des silos culturels où on va amener voilà, des univers très différents dans le cadre de l'entreprise. Je passe quand même, moi, voilà, je suis prof, donc je passe toujours voilà, par une dimension, définition, etc., pour bien poser les choses. La gamification, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment d'utiliser le fait qu'il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'êtres humains, on aime profondément jouer parce que ça va ça vient nourrir des besoins absolument fondamentaux de l'être humain. Et ça, c'est important, notamment dans une dynamique d'entreprise où aujourd'hui, alors pour les gens qui sont plus en RH, ce soir, il n'y en a pas trop, où en fait, on va engager le salarié ou engager le client dans sa personnalité entière. C'est-à-dire qu'on va aller utiliser des ressorts qui ne sont pas forcément ressorts stricto-professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous montrerai un écran, quand L'Oréal recrute ses stagiaires avec un jeu, c'est évidemment parce qu'elle veut recruter des personnes et non pas des expertises. Aujourd'hui, on recrute plus des intelligences que des compétences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va aller chercher des personnes en tant que telles. Et donc dans ce cadre-là, c'est très important de comprendre qu'avant tout, tous ici, et on voit, j'ai fait un petit sondage, on aime jouer. Voilà, ça fait partie de la nature humaine. Ça, faut jamais. Ce que je dis à mes étudiants, la révolution numérique, elle remet l'humain au centre de tous les processus. Donc que ce soit votre client, que ce soit votre salarié, que ce soit votre prospect, pensez-le avant tout comme un être humain dans sa globalité et non plus une personne qui a une demi-casquette. Ça c'était le monde d'avant, comme je dis, c'était le XXe siècle, c'est fini. Donc là, le jeu, il est important parce que il répond aux besoins d'accomplissement. On accomplit, on a un sentiment d'arriver à faire quelque chose quand on gagne. Il y a la notion de compétition, on aime bien être en compétition, c'est un moteur de l'être humain. Et puis alors, on adore la récompense. Donc, tous les jeux, il y a toujours un système de récompense et ce système de récompense, il va être très important. Il y a un statut, l'expression de soi, et on va voir, il y a aussi une autre dimension qui est la notion et le sens de la communauté, qui est très très forte aujourd'hui, évidemment, avec la révolution numérique. Et le jeu va aussi venir pouvoir nourrir cette dimension de communauté. Et on va voir qu'aujourd'hui, quel que soit son âge, son sexe, sa nationalité, le jeu peut concerner vraiment n'importe qui. Alors, définition de la gamification, ça va être tout simplement le fait d'appliquer les mécanismes du jeu vidéo dans des contextes professionnels afin de résoudre des problèmes ou d'engager les clients, les collaborateurs
à faire une action précise qu'ils n'auraient pas fait de leur plein gré. C'est-à-dire qu'on va les engager, on va leur donner envie de faire un certain nombre d'actions. Donc ça, c'est très important parce que ça permet, que ce soit des contextes RH, marketing, de faire aux gens des choses qu'on a envie qu'ils fassent. Alors c'est un terme qui est apparu en 2002, donc il n'est pas complètement nouveau, il y a 15 ans. En fait, c'est un programmateur de jeux vidéo britannique qui a monté son cabinet de conseil et qui a eu l'idée de marier, pour des présentations de stratégie, d'utiliser le jeu de vidéo. Et c'est comme ça qu'il a marié donc, le système de jeu, game, et la dimension professionnelle. Donc, incontournable dans nos vies. Aujourd'hui, en gros, au niveau mondial, c'est 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2016 et c'est 1,25 milliard de gamers. Donc, ce n'est pas un épiphénomène. Et ça, c'est très important, justement, toujours dans cette dimension d'argumentation par rapport à l'intérêt du jeu dans les contextes professionnels, de dire que c'est un vrai phénomène mondial qui touche tout le monde. Et ça a beaucoup évolué en l'espace de 10 ans, où l'image du jeu vidéo est en train de changer. Parce que voilà, ça concerne de plus en plus de monde. Alors, juste en termes de marché, les 100 milliards, aujourd'hui, c'est énormément tiré par l'Asie. C'est pratiquement 47% des 100 milliards provient d'Asie et de la Chine. La Chine connaît une croissance exponentielle en termes de consommation de jeux vidéo. Ils ont une augmentation de 41% entre 2015 et 2016. Voilà, donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Voilà, c'est vraiment une partie du monde qui avait un certain retard par rapport à l'Europe ou les États-Unis et qui le rattrape. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en 2016, et ça c'est un élément important, les revenus issus des terminaux mobiles ont dépassé les PC. Voilà, donc on ne joue plus sur la mobilité. Hein. Moi, j'ai toute une partie de mon cours, et vous verrez pour ceux qui s'inscriront sur le MOOC, l'homo mobilis. On est tous des homo mobilis. Toute notre vie aujourd'hui, elle est complètement conditionnée par la mobilité, par le smartphone. Donc évidemment, on retrouve ça dans le jeu. Alors, point important, c'est que le jeu vidéo n'a pas forcément, bon, Dieu merci, ça change, une super image. Moi, je suis maman d'un petit garçon de 11 ans et demi, et il y a 3 ans, j'ai décidé de l'inscrire à un atelier de programmation jeux vidéo. Et j'ai des amis, des gens autour de moi, oh là là, tu vas en faire un addict, le jeu vidéo, c'est mauvais pour la santé. Bon, voilà. Alors ça fait partie, et vous l'entendrez dans vos contextes professionnels, ça s'appelle une croyance. Voilà. Parce que ce qu'on va voir là, c'est que, évidemment, à dose raisonnable, le jeu vidéo a beaucoup d'avantages puisqu'il va développer des capacités, des aptitudes. Et ça aussi, là encore, c'est important à avoir à l'esprit parce que quand vous allez mettre en place une gamification, quel que soit votre contexte, il faut prendre en compte qu'effectivement, ça a aussi ses effets bénéfiques. Alors, quels sont ces effets? Le premier, c'est l'implication, c'est-à-dire que vous engagez la personne, comme l'être humain aime profondément jouer, eh bien, elle est impliquée. Et ça, c'est tout bête, mais aujourd'hui, les marques, quel est le principal problème d'une marque aujourd'hui? C'est comment engager son prospect, comment engager son client, ou comment, je suis une entreprise, engager son salarié. Mais là, vous avez un truc direct, ça marche. Donc, je trouve ça pas mal. Avec ça, vous avez, et alors là, j'ai testé personnellement, le niveau de concentration, on dit toujours, ah là là, le jeu vidéo, ça déconcentre. Moi, j'ai fait le test, j'essaye, quand mon fils joue aux jeux vidéo, je lui parle, il ne m'entend pas. Ça veut dire quoi? Qu'il est super concentré. Donc là aussi, vous remettez les gens dans un contexte où ils vont être extrêmement concentrés sur ce que vous allez leur demander de faire. Donc là aussi, c'est pas mal comme bénéfice pour l'entreprise. Autre dimension, alors qui est fondamentale, mais fondamentale aujourd'hui, c'est la notion d'expérimentation.
on est aujourd'hui, on rentre grâce à la révolution numérique dans des nouveaux modèles économiques où pour réussir et survivre, il faut expérimenter en permanence, il faut tester, hein, comme on dit chez les startups, test and learn. Et malheureusement en France, on n'a pas du tout cette culture d'expérimentation parce qu'en France, on n'aime pas l'échec. On considère que ce n'est pas bien. Alors que ça fait partie juste de l'apprentissage normal. Un bébé, il tombe avant d'apprendre à marcher, un bébé, ça tombe en moyenne 2000 fois par terre. Ça ne tomberait pas par terre, il n'apprendrait jamais à marcher. Le jeu vidéo, vous êtes dans l'expérimentation permanente. Vous testez des trucs, vous recommencez, vous plantez. Et du coup, vous intégrez que le fait que se planter, ce n'est pas grave. Et ça, derrière, pour développer des nouvelles stratégies, que ce soit en externe ou en interne, qui soient créatives et qui fassent la différence avec ses concurrents, aujourd'hui, la créativité est le maître mot. Donc, il faut sortir de sa zone de confort, il faut tester des nouvelles idées, accepter de se planter. Et donc, le jeu, là, va aider à développer cette dimension et à comprendre que ça fait partie de l'apprentissage et que c'est un processus normal. Et bien évidemment, la notion de prise de décision, parce que dans un jeu, il faut en permanence prendre des décisions, il faut faire des choix. Donc, il faut s'engager aussi. Et donc, tout ça, on voit bien que c'est juste les vertus cardinales dont on a besoin, les qualités dont on a besoin à l'ère numérique pour développer les entreprises, imaginer des stratégies digitales créatives, gérer de façon efficace ses collaborateurs. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental, de remettre ça dans le contexte macroéconomique dans lequel on est aujourd'hui. Autre dimension, alors là on est plus sur un domaine des domaines de l'aptitude aussi, qui est très intéressante par rapport au jeu. C'est ça que ça améliore la navigation dans l'espace. C'est-à-dire qu'on apprend à se déplacer dans l'espace quand on joue. Dans l'espace avec le... Non, ça, je vois vous tiquer. En fait, c'est que moi, par exemple, les jeux 3D, et même mon sens d'orientation, c'est catastrophique. Moi, j'aime bien les jeux en... D'accord, mais bon. Oui, sinon, dans l'absolu, oui. Voilà, dans l'absolu. Oui. Capacité de planification aussi, puisqu'on doit effectivement élaborer des stratégies et planifier. Ça optimise la mémoire, parce qu'évidemment, il faut se rappeler ce qu'on a fait pour pouvoir décider de la bonne stratégie. Ça améliore la motricité, donc pour les enfants, par exemple, c'est très, très positif. Donc, au-delà des effets qui sont les plus importants pour moi ici, aujourd'hui, dans le cadre, évidemment, de cette présentation, il y a aussi, tout bêtement, des aptitudes physiques, cognitives. Et ça, c'est important de le dire, parce que, oui, non, le jeu vidéo n'est pas mauvais pour la santé. Évidemment, à dose raisonnable, hein, c'est comme tout. Évidemment, c'est... Ce que vous dites là, ça a été démontré par des Ah oui, il y a des études depuis... Enfin, il y a moult études qui, qui disent la même chose sur voilà, ce que ça développe dans un cadre voilà, raisonnable, toujours pareil. Mais, donc c'est important de d'avoir tout ça à l'esprit. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de cloison entre les sujets, notamment dans les entreprises, entre la façon dont la société évolue, dont les gens jouent, et donc comment on va utiliser ça pour développer des outils, des stratégies, des campagnes de communication, de marketing. Il faut vraiment sortir de la tête que quand vous rentrez dans une entreprise ou quand un client rentre dans un magasin, il y a uniquement sa casquette de client, entre guillemets, qui arrive. Non, il va falloir traiter le consommateur, le citoyen, le papa, la maman, etc. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pour ça que le jeu est extrêmement, a une puissance de feu qui est déjà là et qui va encore plus se développer, parce que justement, il mobilise voilà, la personne dans sa totalité. Ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, juste un petit zoom. Qui sont les joueurs en France. Il faut savoir que c'est le premier bien de consommation culturelle qui est offert ou acheté, hein, devant les DVD, les CD, etc. Alors d'après vous, l'âge moyen d'un joueur en France, jeux vidéo, c'est quoi? 25. Là, ça vaut 30 ans, non? Ouais, 31. 31 ans. 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 31 ans.
Hommes-femmes, 50-50 ? À peu près la proportion. Avant, oui, c'était plus les hommes. Maintenant, oui, c'est vrai que les femmes, c'est beaucoup plus. Surtout quand on parle de mobile. Alors, on va voir après que là, on est encore, quand on est dans le jeu vidéo comme ça, globalement, on est à 53% pour les hommes et 47% pour les femmes. Ça a énormément évolué, hein. C'est un monde très, très masculin. Bon, ça l'est encore dans le monde des éditeurs de jeux vidéo. Où, moi qui, par ailleurs, j'ai une casquette où j'ai créé un projet, une association qui fait la promotion des métiers du numérique pour les femmes. Le jeu vidéo, c'est encore un secteur où il y a très, très peu de femmes. Voilà, bon, voilà, malheureusement, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, au niveau extérieur, société, voilà, il y a de plus en plus une mixité, on va dire, de joueurs. Ce qui est important, c'est que 74% des joueurs, et ça aussi on le verra dans d'autres types de jeux, il y a une donnée de régularité qui est fondamentale. Les gens qui jouent, ils jouent super souvent, quotidiennement. Voilà. Non mais ça, c'est quand vous avez besoin d'engager des prospects et que vous utilisez le jeu, vous vous dites ça va pas être une pratique anecdotique. On joue très très régulièrement. Donc c'est un vrai argument. Juste là aussi, quand on fait des stratégies, c'est important d'avoir à peu près la pénétration par tranche d'âge. Donc voilà, 10-14, la grosse utilisation des jeux. Donc vous voyez que c'est, à part vraiment sur une tranche un peu plus senior, on est quand même sur une utilisation assez massive aujourd'hui des jeux, quelle que soit sa tranche d'âge. Ça, c'est important, ça veut dire que vraiment, ça s'adresse à beaucoup de monde. Pareil pour les CSP. Donc là, on est, vous voyez, 57% chez les plus, 52% chez les moins, 64% chez les inactifs, donc c'est en tout les gens sans emploi. Donc il n'y a pas vraiment une CSP qui est réfractaire au jeu. Donc c'est aussi sociologiquement intéressant. Pareil, quand vous êtes en train de définir une stratégie d'entreprise par rapport à un lancement de produit avec un jeu, c'est important de savoir que, évidemment, il y a une grosse partie, toutes les CSP sont touchées. Aussi, donc, une ventilation Paris-Province qui est un peu plus, effectivement, marquée sur Paris. Alors évidemment, là, je disais, grosse hausse des jeux sur mobile, 41 des moins de 25 ans. Donc là aussi, si vous avez une stratégie en fonction d'un produit pour jeunes, de toute façon, aujourd'hui, en gros, il faut penser mobile, que ça soit quand vous allez faire de la com digitale, on pense mobile avant site web. Ça, c'est et notamment quand on travaille sur la conception. Quand on fait du responsive, on part d'abord tout, il faut plus penser mobile et après, et pas le contraire. Alors, palmarès de type de jeu, donc jeu de stratégie, jeu de rôle, jeu d'action. En gros, derrière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est avant tout du divertissement qui me fait améliorer des compétences. Donc ça aussi, la notion de divertissement, même quand on va passer dans le jeu, dans le serious game. Sérieux, ça dit sérieux, le divertissement, il va être toujours là. Il ne faut pas que ça soit ennuyeux, un jeu, sinon personne ne jouera. Même si ça s'appelle serious game. Donc juste petit, aujourd'hui, population qui joue aux jeux vidéo est plutôt masculine, jeune, inactive et parisienne. Voilà, Alors, donc ça m'amène effectivement à plus zoomer sur les serious games. Donc les serious games qui sont tout simplement ce qu'on appelle, une définition qu'on trouve un petit peu partout, logiciel qui combine une intention sérieuse, c'est-à-dire que mon intention, ma stratégie derrière, c'est sérieux, c'est une stratégie d'entreprise, c'est une problématique professionnelle d'entreprise, qui va à la fois allier la pédagogie, l'information
la communication, donc toute la structure du jeu, de la démarche professionnelle avec du ressort ludique. Voilà. On va venir lier une dimension très professionnelle, très sérieuse, où j'ai besoin d'expliquer, d'informer, de sensibiliser, avec une dimension ludique. Les secteurs qui utilisent, en tout cas les thèmes qui utilisent très fortement le serious game, aujourd'hui la ventilation, elle se fait, alors c'est beaucoup tout ce qui est sujet éducatif, donc tout ce qui est notamment santé, enjeux de santé publique ou enjeux de sécurité routière, etc. Alors là, vous en avez, tout le monde fait des serious games. Hein. C'est vraiment un outil extraordinaire justement parce qu'on est dans l'éducation, donc on est parfois des publics, des destinataires qui sont des enfants et on sait très bien qu'ils sont alors là ultra réceptifs. La deuxième famille, c'est tout ce qui concerne la publicité, hein, on le verra avec les advert games, donc vraiment les jeux qui servent des démarches publicitaires. L'entreprise, en fait, quand je dis l'entreprise, c'est plus la dimension RH. Voilà. C'est tout ce qui est jeu pour recruter, pour sensibiliser, pour former. Après, tous les sujets de santé, d'écologie, d'humanitaire. D'ailleurs, j'ai fait 2 fois écologie. Bon, je me suis trompée. Hop. Avec des domaines d'application qui sont donc la formation. Donc, je forme à une dimension, à un produit, à un nouvel logiciel dans une entreprise. Donc ça, c'est vraiment purement démarche de formation. Je sensibilise aussi. Parfois, on est dans une entreprise et là, par exemple, il y a des entreprises en ce moment qui développent des serious games pour tout ce qui est sécurité informatique, autour de la cybersécurité. Donc, c'est quand même pas le sujet hyper rigolo. Hein. La cybersécurité, c'est bien... Mais ils le font avec un serious game. Donc ça se fait beaucoup. Et ensuite, évidemment, tout ce qui est promotion, marketing, donc avec les advert games qu'on verra tout à l'heure, où là, effectivement, comment faire la promotion d'un produit, une marque, à travers le jeu. Juste un petit zoom sur quand on est sur une problématique d'entreprise RH. Donc, c'est à la fois la formation, l'intégration des nouveaux salariés. L'Oréal le fait aussi, utilise beaucoup les serious games pour intégrer leurs nouveaux salariés, recruter également, au lieu de faire je parlerai tout à l'heure d'un jeu qui est utilisé pour aller recruter des stagiaires et des jeunes. Et puis aussi tout ce qui est démarche d'adhésion à l'identité de l'entreprise quand il y a accompagnement au changement. Ça marche bien. Quand vous avez besoin de faire bouger les gens par rapport aux valeurs, et en tout cas de favoriser l'identité, l'adhésion à l'identité, aux nouvelles valeurs, et que du coup, là, il y a énormément de freins culturels, psychologiques. Là, pour le coup, le jeu, il va venir ici aussi répondre à ces enjeux et permettre aux collaborateurs d'adhérer, mais voilà, en suivant par le biais d'une dimension tout à fait ludique. Donc on voit que les objectifs, ils sont souvent aujourd'hui encore très clairement éducatifs, hein, quand on prend l'ensemble des serious games. Même au sein de grands groupes, hein, on a besoin de sensibiliser sur des sujets. Après, c'est le marketing. Et puis après, il y a donc tout ce qui est entraînement, formation. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, les 2 gros pôles, hein, c'est l'éducatif et le marketing. Alors, pourquoi c'est intéressant d'utiliser le jeu pour toutes ces dimensions que je viens d'évoquer, de formation, de sensibilisation, etc. Parce que lorsque vous allez concevoir un jeu, vous allez écrire ce qu'on appelle un scénario ou un gameplay, et là, vous allez évidemment travailler avec une grande précision sur le scénario, et donc derrière sur le message que vous voulez faire passer à travers le jeu. Donc il y a un travail de précision, en tout cas d'élaboration très claire du contenu, qui avait été après évidemment traduit sous forme de jeu,
qui est extrêmement important. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter, évidemment, mettre ce contenu, ces messages, dans un univers graphique extrêmement riche. Alors, évidemment, en fonction du budget que vous allez avoir des univers plus... Mais en tout cas, on est déjà dans un contexte où vous avez la possibilité de créer un univers extrêmement sophistiqué, riche graphiquement, qui va déjà donner envie à la personne de jouer et qui va surtout, on le verra, lui permettre de faire un lien entre votre marque, votre produit et cette richesse d'univers, tout de suite. La qualité de scénario aussi, donc c'est vraiment tout le déroulement du jeu, le gameplay. Et puis, donc ça, c'est de mettre effectivement le joueur dans un environnement extrêmement sophistiqué, hein, et lui permettre effectivement de prendre du plaisir de jouer et de développer sa liberté d'action. On voit bien aujourd'hui que toutes les marques s'arrachent les cheveux pour savoir comment engager les clients, les prospects, etc. Et que cette notion de liberté du client est très importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à un consommateur expert qui veut décider et qui sait ce qu'il veut acheter, ce qu'il ne veut pas acheter, et que les marques aujourd'hui ont un rôle beaucoup plus compliqué puisqu'elles elles sont plutôt remises en cause qu'elles sont suivies aveuglément. Et donc là, le fait d'intégrer une dimension de liberté où on laisse le client, le prospect libre dans sa façon de jouer, bah, quelque part, ça veut dire que la marque, elle me laisse libre aussi de mes choix. Et ça, en termes d'image de marque, c'est super important. C'est très, très, très sensible aujourd'hui, notamment avec les sujets dans le domaine alimentaire ou dans le domaine de la santé. En plus, en France, on est un pays défiant, ça on le voit avec l'histoire des vaccins en ce moment. On est extrêmement méfiant, culturellement, c'est comme ça. Donc créer un contexte, en tout cas d'interaction entre une marque et un consommateur où il y a une notion de liberté, c'est extrêmement important. Donc l'importance du gameplay, du graphisme, ça j'en ai déjà parlé. Ils fonctionnent ensemble, ils doivent servir la pédagogie du jeu. À quoi va servir le jeu? Parce qu'en fait, ce qu'il faut, au final, il va falloir créer ce qu'on appelle, vous avez sûrement entendu déjà l'expression, une expérience utilisateur. Aujourd'hui, on ne parle plus que d'expérience, on parle même d'expérientiel, c'est-à-dire l'alliage de l'expérience et de l'émotion. L'émotion est au cœur de tous les process de plus en plus. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très nouveau. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse vivre une émotion au client, au consommateur, au prospect. Et comment on peut faire vivre une émotion? Quels sont aujourd'hui, qu'a-t-on à disposition pour faire vivre une émotion forte aux gens? Bah, le jeu, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est aussi, donc là aussi, on attaque, on va dire, un logiciel culturel français où l'émotion, le plaisir et le professionnel, c'était pas franchement, ça n'allait pas ensemble. Là, on est, parce que le consommateur le demande, il demande de vivre une expérience sympa quand il est en relation avec une marque ou un produit. Et donc là aussi, le jeu, il va pouvoir venir nourrir ce besoin d'expérience et d'émotion combinées. Donc c'est très important. L'importance évidemment du graphisme et du gameplay, ça a un lien direct avec le fait, dans la façon dont le joueur va s'immiscer, s'impliquer dans le jeu. Parce que c'est pas parce qu'il va commencer à jouer que vous allez le garder jusqu'à la fin du jeu. Et ça, pour des marques, c'est effectivement très important. Donc il faut vraiment qu'il y ait énormément d'attention qui soit portée sur la façon dont vous allez impliquer vos joueurs pour le garder jusqu'à la fin du jeu. Donc il faut vraiment créer un univers d'immersion très fort. Et on le verra à la fin avec la conclusion, avec les nouvelles techniques de réalité mixée, où là, on va pouvoir effectivement répondre à ce besoin d'immersion. Parce que autant le consommateur, il est volage, infidèle vis-à-vis des marques, autant si votre jeu n'est pas bien conçu, il n'ira pas jusqu'au bout, il ne restera pas. Donc, c'est pas parce qu'il a commencé à jouer que ça y est, la partie est gagnée pour vous, loin de là.
l'autre dimension qui est très importante quand vous allez commencer à concevoir un jeu, c'est ce qu'on appelle la dimension culturelle. C'est que une entreprise, ça a un ADN, une culture, des valeurs, un graphisme, enfin une charte graphique, un univers graphique, on va dire. Et bien évidemment, il va falloir que le serious game il soit complètement cohérent avec votre univers. Alors, je vais prendre un exemple très excusez-moi, je vais oublier très fort pour vous. Imaginez qu'Yves Rocher, pour lancer le nouveau gommage, s'inspire de GTA. Ben voilà, ça vous fait rigoler, ça serait débile. Exemple total d'incohérence. GTA, c'est vraiment un jeu que tout le monde connaît. Voilà, ce n'est pas un jeu qui est totalement en phase avec les valeurs d'Yves Rocher. Alors, vous imaginez que si vous avez des chefs de projet qui viennent vous proposer ce genre, voilà, il faut prendre en compte vraiment dans l'univers du jeu, quel est l'univers de la marque, le territoire de communication de la marque. Ça, c'est très important. Et ça, c'est d'autant plus important quand on est dans le cas d'entreprises internationales, parce qu'évidemment, le jeu est totalement international et que ça permet justement de déployer un message à l'international de façon efficace. Ben, il faut aussi intégrer, quand vous êtes dans un grand groupe international et que vous concevez un jeu, qu'il puisse fonctionner dans différentes parties du monde. L'autre dimension, l'autre partie de la dimension culturelle, ça va concerner ce qu'on appelle le générationnel. Vous avez bien vu quand même qu'il y a une partie de la population à partir de ce qu'on appelle les seniors de 50 ans qui jouent un peu moins que les autres. Donc là aussi, dans une entreprise, vous avez des gens de générations différentes et que autant les digital natives, ils vont y aller direct, ça va être assez simple, autant pour les populations moins familières, il va falloir le prendre en compte. Même si ça va être là aussi un levier important parce qu'ils aiment jouer aussi. Par contre, ils ont moins l'habitude, moins l'appétence, ils ont une vision un peu plus différente du jeu. Donc il va falloir prendre en compte cette question générationnelle. Ça veut dire aussi que le jeu, dans sa mise en place, je ne peux pas rentrer dans les détails là parce qu'on n'a qu'une heure, mais il faut vraiment... Il y a un point très important, c'est l'accompagnement. Si vous lancez un jeu, notamment pour des publics internes, il faut vraiment un accompagnement important, notamment pour les gens qui sont un peu moins en lien avec ce type d'univers, pour que ça marche. Parce que tout le monde est bien sûr en capacité de jouer, mais voilà, il y a des appétences et des aptitudes un peu moins développées. Donc le jeu ne va pas résoudre tout le problème tout seul. Il faut vraiment qu'il soit aussi mis en place avec une stratégie de communication globale très importante pour qu'il réussisse. En tout cas, il répond aux objectifs qu'on lui a assignés. Donc, une fois, si vous faites ça de façon efficace, en tout cas bien accompagné, ça peut être vraiment un outil extrêmement puissant parce que le jeu va être un outil de reconnaissance, notamment quand vous êtes dans des problématiques internes. Imaginez un joueur, quelqu'un qui n'a pas forcément des compétences plus dans un domaine, mais qui va se révéler un très très bon joueur. Ça va être un effet de valorisation pour lui extrême. Et c'est comme ça aussi qu'aujourd'hui, les grands groupes cherchent ce qu'on appelle les profils atypiques. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas uniquement besoin d'avoir des clones de gens comme on pouvait avoir, on va dire, au siècle dernier par rapport à certains secteurs d'activité, certaines fonctions. Dans tous les secteurs, dans tous les types de métiers, on a besoin d'avoir aussi des gens, ce qu'on appelle atypiques, qui fonctionnent différemment. Et là, clairement, quand on crée des jeux en interne, on permet de flécher, en tout cas d'identifier des gens qui ont des modes de fonctionnement différents. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant leurs compétences à jouer, même s'ils n'ont pas la compétence technique du sujet, de l'expertise technique qu'on leur demande. Par contre, on va voir à travers la façon dont ils jouent qu'ils ont des aptitudes et des compétences qu'on n'avait pas décelées, mais qui peuvent intéresser l'entreprise. Donc c'est très riche, c'est très important. Alors, maintenant, on va regarder, j'ai été un petit peu trop vite,
les différents leviers pour fidéliser les joueurs. Hein. Donc, comme je disais, c'est important la notion de fidélisation parce que ce sont pas des populations qui sont acquises dès le départ. Donc, il y a deux dimensions très très fortes sur l'origine de l'engagement du joueur, c'est le challenge et la possibilité de progresser dans le jeu. Donc le challenge, c'est vraiment le défi qui va être très intéressant au joueur et qui va lui donner envie de revenir. Ensuite, la dimension de progression, ça va être de comprendre comment il va pouvoir facilement acquérir des points, améliorer son avatar et justement là aussi tirer bénéfice de cette dimension double défi et progression qui est effectivement un outil aussi qui est très valorisant là aussi pour l'être humain. Donc, je parlais tout à l'heure de compétition, c'est important et effectivement, dans toutes les gameplays, en tout cas dans les scénarios de jeu, la progression est importante, le fait qu'il y ait des étapes, des progressions avec des récompenses à chaque fois et que la personne ait vraiment l'impression de progresser. Donc, cette scénarisation-là, cette progression-là, elle est vraiment extrêmement importante à prendre en compte dans la conception du jeu. Autre dimension, c'est la notion d'exclusivité. Il faut donner un sentiment d'exclusivité à vos joueurs, notamment à vos joueurs les plus actifs. Si vous avez effectivement identifié qu'il y a des groupes de personnes, en tout cas que ce soit salariés, clients, prospects qui jouent, qui utilisent plus votre jeu, eh bien, il faut créer des moyens de les identifier et de les récompenser et même créer des objectifs spécifiques pour les meilleurs joueurs. Ça, c'est très important. Il faut vraiment qu'on valorise les gens qui sont vraiment des super actifs dans le jeu. Bien évidemment, la notion de récompense. Donc, alors, il y a effectivement le système, entre guillemets, classique des médailles, etc. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce que font de plus en plus de marques, c'est que vous avez des récompenses, on va dire, réelles, au-delà de l'expérience virtuelle. C'est-à-dire que quand vous avez, notamment sur les jeux plus publicitaires, vous allez gagner des bons d'achat, des coupons de réduction. Donc, on fait un lien entre ce que vous avez réussi virtuellement et comment ça va se transmettre en gain pour vous dans la vraie vie. Donc, il faut toujours penser à prolonger l'expérience du jeu au-delà du virtuel. Dans la fidélisation, ce qui est très important, c'est le fait de créer une communauté à travers le jeu. Aujourd'hui, la dimension sociale, elle est quasiment incontournable. C'est une tendance qui est confirmée par ce qu'on appelle les MMO, c'est les Massively Multiplayer Online Games, c'est les jeux qui se jouent, qui regroupent des communautés, qui jouent à plusieurs, et qui vraiment permettent justement de développer cette notion de communauté. Donc il faut vraiment sensibiliser, en tout cas inciter les joueurs au partage social, la possibilité d'inviter ses amis, de partager sur Facebook, etc. Et vraiment de jouer de cette viralité pour créer le buzz autour du jeu. Donc la notion de communauté. Et dernier point, donc je parlais de buzz justement, comment créer le buzz ultime. Alors aujourd'hui, c'est comment je vais trouver l'ingrédient qui va faire la différence. Donc vous avez des exemples assez rigolos. Vous avez par exemple un jeu qui s'appelle Gumulon, qui a été fait par une marque de gomme à mâcher, Stride. Et donc, ils ont créé un petit jeu vidéo assez rigolo qui se contrôle en mâchant de la gomme. En fait, vous avez la caméra de votre ordi qui vous prend en train de mâcher après que vous ayez terminé une partie, etc. Et ça va venir valider ou pas le fait que vous avez joué. Évidemment, si vous montrez que vous mâchez les chewing-gums, Gumulant, vous gagnez des points. Donc vraiment, on crée
une petite interaction dans la vraie vie entre le jeu et le client. Donc, c'est un exemple de comment, là aussi, je continue à créer l'expérience du jeu dans la vraie vie. Donc, vous avez eu aussi Audi qui a créé un jeu pour ses clients, un jeu de voiture, qui a ensuite a transformé dans la vraie vie, a créé une vraie course de voiture où il a invité ses clients qui avaient les meilleurs résultats au jeu. Donc là, c'est aussi d'autres investissements, mais vous voyez que là, on voit très très bien le lien très fort entre le plaisir de jouer sur un jeu de voiture et puis ensuite de venir le vivre dans la vraie vie. Voilà, donc ça, c'est des exemples, mais vous en avez des dizaines, où de plus en plus, les marques doivent imaginer des concepts innovants pour qu'on parle de leur jeu aussi, et qu'on parle de la marque, et qu'on donne envie aux gens de venir jouer. Donc, créer comment on imagine, dans votre stratégie de gamification, il faudra aussi intégrer l'élément, l'ingrédient dans la vraie vie qui fera la différence. Vous ne pouvez plus, on va dire, vous contenter uniquement d'avoir un bon jeu. Il faut aussi, en fonction des contextes, quand c'est possible, imaginer une petite expérience qui va venir parce que les joueurs, voilà, quelqu'un qui est joueur régulier, il va tester plein de jeux. Donc effectivement, il va falloir l'appâter avec voilà, le petit plus qui fait la différence pour créer le buzz. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est évidemment avec le développement très très fort de la gamification et des serious games, hein, et on n'en est qu'au début, il va falloir évidemment la compétition entre les marques va être de plus en plus forte sur la créativité qu'il va falloir avoir pour imaginer des dispositifs qui font le buzz. Alors après, combien ça coûte? Donc franchement, c'est très... Enfin voilà, on a des fourchettes, mais en gros, ça coûte cher quand vous voulez faire quelque chose de bien. C'est ça qu'il faut retenir, hein, parce que c'est pas... quand c'est pour ça que quand on décide de faire un jeu, un serious game, il faut avoir une vraie ambition autour de jeu en termes de... Donc il faut l'accompagner d'une stratégie de lancement de communication. Il faut accompagner si on est dans un cadre interne, parce que ça coûte de l'argent. Voilà. C'est vraiment un outil extrêmement puissant, mais qui coûte de l'argent. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Même si aujourd'hui, avec les nouvelles technos, on arrive à réduire les coûts, ça reste quand même encore un outil qui coûte cher. Autre point important, c'est OK, j'ai investi de l'argent, comment je mesure l'efficacité? Alors aujourd'hui, on est un peu on n'a pas encore des outils hyper puissants, donc toutes les entreprises ne mettent pas en place des indicateurs d'efficacité. En gros, dernière enquête sur un panel l'année dernière d'entreprises qui avaient fait des serious games, 60% mettent en place des indicateurs, donc ce n'est pas tout le monde. Alors, le truc qui est fait aujourd'hui, questionnaire de satisfaction post-jeu. Bon, alors vraiment, on va dire la démarche extrêmement basique. Après, on peut regarder des éléments beaucoup plus intéressants, de revoir combien de temps les joueurs se sont connectés au jeu, les pourcentages de bonnes réponses, les qualités de propositions faites par le jeu, vraiment toute la dimension implication du joueur dans le jeu. Voilà, donc ça c'est important, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas encore, on est arrivé avec des indicateurs extrêmement sophistiqués de l'efficacité du jeu. Après, quand on est sur un jeu, on verra qui joue sur la notoriété d'une marque ou d'un produit. Après, vous pouvez faire une étude quelques temps après pour voir si votre taux de notoriété a effectivement évolué. Mais voilà, c'est en fonction de l'objectif du jeu. On a aujourd'hui des outils qui ne sont pas encore très développés. Alors, je vais passer maintenant, pardon, excusez-moi, à ce qu'on appelle les advert games. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un advert game? C'est tout simplement, c'est la contraction de advertising et game, donc publicité et jeu. C'est un jeu qui a une vocation marketing, de promotion de marque ou d'un produit, toujours à travers des ressorts ludiques.
Regarde où j'en suis. Alors, je ne sais pas si j'avais un petit film à vous montrer. Bon, on verra peut-être après à la fin, ça sera pour ne pas casser le rythme. Donc, là, je vous ai mis... excusez-moi. Hop, hop. Non, je vais refaire ça après. Oasis. Donc, un jeu, effectivement, la chute d'Oasis, donc qui est inspiré d'un jeu qui s'appelle Doodle Jump. Voilà, donc clairement, vous voyez, on est complètement dans l'ADN, hein, dans les codes graphiques de la marque, enfin du produit, et on est vraiment dans le ludique, enfin dans toute la publicité qu'on voit à la télé sur les produits Oasis. Donc là, clairement, respect total de cette cohérence entre le territoire de marque d'Oasis. Donc ce qui est important avec les advergames et ce qui est l'objectif numéro 1, c'est l'engagement des consommateurs pour les transformer en ambassadeurs. Parce que, donc, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, le grand enjeu des marques, c'est de fidéliser les consommateurs et de les engager. Et c'est devenu de plus en plus compliqué parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de concurrence et de sollicitation. Et donc là, l'utilisation du jeu va être très intéressante puisque là, on propose, évidemment, au consommateur de jouer un rôle, de l'engager et de lui faire vivre, comme je disais tout à l'heure, une expérience inoubliable. Et ça, pour la promotion d'un produit ou d'une marque, c'est extrêmement important. Enfin, en tout cas, c'est... efficace puisque ça permet de se démarquer et que capter un joueur, c'est créer un ambassadeur de la marque, un leader d'opinion qui parlera de la marque à travers le jeu. Il ne parlera pas de la marque directement, mais il dira « Oh, par exemple, j'ai joué », et notamment on a eu le cas il y a quelques années où Pepsi avait une problématique de notoriété sur une population masculine entre 28 et 35 ans. Ils ont, avec PlayStation, mis au point un jeu gratuit. Et en fait, évidemment, il y a eu un engouement de des hommes correspondant à qui sont effectivement des joueurs de PlayStation. Et ils disaient, oh, il est super le jeu de Pepsi. Mais ils ne voulaient pas faire de la pub à Pepsi, mais indirectement, ils faisaient donc la promotion de la marque. Et donc le fait de créer une expérience inoubliable de jeu pour eux, était porteur de notoriété supplémentaire pour la marque. Donc il faut toujours... aujourd'hui, penser comment je vais faire parler, en tout cas, comment je vais transformer mon prospect ou mon client en ambassadeur à travers une expérience que je vais lui faire vivre. Et après, il le fera très naturellement. C'est-à-dire qu'on voit bien que les entreprises, aujourd'hui, les marques ont des très gros plantages en termes de buzz et c'est qu'elles sont très maladroites dans leur façon de s'adresser aux consommateurs. Et donc, le jeu, il permet justement d'avoir une relation extrêmement... où on apporte en fait, un moment de plaisir au consommateur. Donc il est content, donc il va parler de vous. L'autre point important, c'est que ça incite à l'achat parce que par exemple, si je reprends le cas de Pepsi, eh ben, dans le jeu, ils avaient mis des boutons d'achat pour commander des canettes. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Ça permet aussi de récolter de la data sur vos consommateurs. Donc ça, aujourd'hui, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, la data. C'est comme ça que c'est la capacité à analyser de la data de façon fine qui va faire la différence entre les entreprises, puisque c'est la capacité à connaître vos clients, vos prospects. Donc, à travers le jeu, vous récupérez beaucoup de data. Donc ça aussi, c'est un avantage très important, c'est cette capacité à récupérer de la data. Donc l'évolution, évidemment, on l'a vu tout à l'heure pour le jeu vidéo, mais ça vaut évidemment pour l'advergame, c'est la dimension mobile et sociale. Là aussi, qui aujourd'hui, ayez à l'esprit que pour lancer un jeu, un serious, un advergame, je pense mobile, je pense social. Comment je crée l'ergonomie, en tout cas
les conditions d'expérience tout à fait conviviales et naturelles sur le mobile et comment je génère de la communauté. Et je n'implique pas uniquement le joueur à jouer tout seul. Voilà. Ça, c'est vraiment les ingrédients indispensables pour poser les premières conditions de succès de votre jeu. Voilà, la dimension mobilité et sociale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder qui joue aux jeux publicitaires. Marketing, d'après vous, pareil, tout à l'heure, hommes-femmes. On est dans les mêmes, proportions ou pas? Plus les femmes? Et pourquoi? Voilà. Et là, effectivement, non, mais 60% de femmes, voilà. 64% sont des actifs, 59% sont en couple. On a effectivement, et ça c'est intéressant, donc on casse des idées reçues qu'on peut imaginer sur le fait que c'est une population plutôt masculine. Ce sont les femmes qui jouent parce qu'effectivement, ce sont des hyper-consommatrices, les joueurs d'Advergame. Donc, on joue en général chez soi, 91%, le soir, sur un ordi, et alors là aussi, rebelote, tous les jours. Voilà, on est accro. Donc ça, c'est très important d'avoir à l'esprit le contexte de consommation du jeu, quand vous créez un jeu. Quand vous savez que c'est le soir sur un ordi et tous les jours, ça va avoir un impact énorme sur votre gameplay, sur votre façon dont vous allez penser le jeu. Toujours partir, hein, c'est la base en communication de sa cible, comment elle fonctionne, comment elle vit, là aussi. Et là, vous voyez que sur ces jeux-là, on est quand même dans des contextes de consommation un peu différents que le reste. Alors, à quoi joue-t-on? Donc, les jeux publicitaires, hein, souvent, c'est tirage au sort, quiz de connaissances, grattage en ligne. Voilà, c'est pas alors là, pour le coup, on n'est pas dans des sophistications de scénario et de gameplay. Mais là aussi, en termes d'engagement, ça marche bien. Et là, effectivement, l'attrait de la récompense, l'efficacité de la récompense, elle est importante parce que derrière, vous allez avoir des taux de transformation qui sont intéressants. Donc, je vais prendre plusieurs exemples. Par rapport aux gens, donc aux joueurs d'Advergame, 50% des jeux, donc on a fait pareil, un panel de joueurs. Quand le jeu, voilà, il y a la moitié des gens qui s'abonnent à la newsletter de la marque. Il y a 52% des joueurs qui ont découvert une marque ou un produit grâce au jeu. C'est énorme. Et surtout, vous avez 58% des gens qui retournent sur la marque, qui retournent sur le site de la marque, pardon. Donc après avoir joué, ils quittent la marque et ils retournent. Donc c'est un effet de notoriété, c'est un effet de vraiment nouvelles relations avec la marque. Donc, sur la base de ces éléments de fidélisation, on se rend compte que, évidemment, aujourd'hui, les Advergame, le marché est en très bonne santé. Il y a une projection à 2020 autour de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Donc, ce n'est pas, là encore, un épiphénomène. On est vraiment dans un... il faut, en tout cas, dans sa besace d'outils aujourd'hui de communicants, quand on fait du marketing, voilà, il faut l'avoir plus que dans un coin de sa tête en termes d'outils. Alors, évidemment, il y a une explosion auprès des jeunes, avec notamment, on a vu, suite à Pokémon Go, le nombre de marques qui ont singé, qui ont adapté Pokémon Go pour voilà, un produit, etc. Ça, il y en a eu des dizaines. Et donc l'arrivée effectivement de nouvelles technologies comme la réalité augmentée. Et
Et la dimension aussi toujours très importante, même si on est dans des dimensions, on va dire promotion, etc., avec toujours une dimension un peu éducative. Malgré le... Ça marche bien, notamment quand on est sur un public de jeunes, évidemment, d'adultes moins, mais... Alors, pour terminer, juste vous de donner, voilà, des tendances, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expression de la réalité mixée. Ben, c'est vraiment des nouvelles technologies où on associe le réel et le virtuel. Alors, j'ai mis là, pour bien comprendre, à la différence de la réalité augmentée, où c'est le réel qui prédomine et on vient ajouter de l'information sur le réel, ou la réalité virtuelle, où là, on n'est plus du tout dans le réel, on a une réalité créée uniquement virtuellement. Là, on va commencer à vraiment associer presque de façon égalitaire le réel et le virtuel. Alors aujourd'hui, il y a des tentatives, il y a Orange qui a développé un jeu, etc., c'est Microsoft, pardon. Voilà, on est au début, mais il faut juste avoir à l'esprit connaître, je pense que c'est important de connaître la notion pour voir qu'on est au début de cette intégration de plus en plus, on va dire fine, hein, parce qu'avant on était soit dans la réalité augmentée, soit dans le virtuel 100%, et là on est sur des hybridations 50-50 entre le réel et le virtuel dans la conception de jeux. Donc voilà, j'en ai terminé. Je crois que j'ai tenu mon heure de présentation. Je vous remercie. Puis je suis bien sûr à votre disposition pour des remarques, des questions. La première question, toujours la plus dure. Qui se lance ? Il ne va pas vous manger. Si. Vous parlez plutôt de moyens de tracking pour vérifier à quel pourcentage de fréquentation du jeu vidéo. Aujourd'hui, quels sont les moyens actuels qu'on a de savoir quel est le taux d'utilisation du jeu, s'il amène éventuellement des conversions, par exemple des clics ou des achats. Qu'est-ce qu'on a actuellement pour mesurer tout ça ? C'est dans le développement du jeu, vous allez mettre des technologies qui vont permettre de récupérer de la data sur toute la façon dont les gens utilisent le jeu. Ça, alors là, c'est plus dimension technique, mais ça, aujourd'hui, on sait le faire. Ouais. Des sites web qui sont spécialisés dans justement... Par exemple, il y a des sites web qui sont spécialisés dans la notification des jeux. Par exemple, sur jeuxvideo.com, il va y avoir plusieurs notes en fait d'avis sur un jeu vidéo par exemple, et donc on va voir combien de personnes y jouent. Ah oui, sur cet aspect-là, oui. Commentaires, surtout les notes des joueurs en fait. Ils vont faire une note globale des joueurs et ils vont eux aussi tester le jeu et donner leur propre note. Mais quand c'est des serious games ou des advert games. Oui, là vous êtes dans des contextes parfois d'entreprise. C'est pour ça que c'est vraiment dans le développement aussi du jeu où on met en place on développe le jeu de façon à récupérer de la data sur ce que je disais tout à l'heure pour bien identifier et comprendre les parcours du joueur. Ça, c'est à voir avec les DSI. En tout cas, c'est très important de prendre en compte ça dans le cahier des charges fonctionnelles du jeu, parce que de leur dire qu'il faut absolument pouvoir avoir intégré les gens qui vont développer le jeu sur un plan technique, de le prévoir. D'autres questions ? Non ?
jeu Ouais. à ce moment-là. Moi, j'avais une question, c'était sur le placement de produits en fait dans les jeux vidéo. Alors, c'était pas trop dans le thème ce soir, mais est-ce que c'est une pratique assez courante? Ah oui, de plus en plus. Parfait. Ah ouais, ça c'est... Peut-être l'objet d'un prochain workshop. Ouais. Bah, c'est un moyen de financement, hein. Toujours après, c'est... Ouais. Parfait. Mm. Merci beaucoup en tous les cas pour ce workshop. Je vous en Et prie. merci à vous.